Merci beaucoup de vous être déplacé, ça fait toujours plaisir de voir la salle remplie. On va essayer de tenir sur 2 heures et demie et de vous faire une présentation un compte-rendu du NAB. Le NAB, alors on y va rapidement, on va pas faire ça très 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 long, mais le NAB, ben, c'est un événement qui est toujours un événement très très important, le plus gros de notre secteur d'activité, avec quand même à peu près 100 000 visiteurs, toujours, hein, répartis sur 5 jours. Une première journée qui est plus, salut, une première journée qui est plus sur les rendez-vous qui nous concernent, nous, revendeurs, et puis ensuite les 4 jours d'exposition à fond. Il y a encore quelques places derrière, là-bas, dans le fond, il n'y a pas de souci. Donc un gros gros événement toujours. Les grandes tendances cette année, alors il y a des choses qu'on retrouve un petit peu d'une année sur l'autre, mais le 4K définitivement, le HDR, les VR, la VR et le drone, on va en reparler donc en détail. Le 4K, bah voilà, comme indiqué là, c'est maintenant même plus trop une question. On n'est plus en train de se dire le 4K bientôt, c'est le 4K déjà, et le 4K, voilà, c'est plus vraiment une question, tout est là. Il y a encore pas énormément d'offres pour le monitoring, c'est assez étonnant, mais bon voilà, les choses avancent. Le HDR, donc ça c'est pareil, c'est plus une question. Euh, les autres années c'était encore oui, c'est en train d'émerger, etc. Maintenant la question n'est plus là. La question n'est notamment plus là parce que de toute façon toutes les caméras sont compatibles HDR maintenant, donc voilà, on capte en HDR. Après, est-ce qu'on va être capable de post-produire en HDR? Est-ce qu'on va souhaiter le faire? Ça va être autre chose. On voit notamment chez Eizo pas mal en tout cas des annonces sur des moniteurs HDR qui arrivent. Donc on voit que ça se généralise et on veut être capable d'avoir, y compris sur les postes de travail, du monitoring HDR plus facilement. Des nouveautés donc chez Colorfront, qui est le leader dans ce domaine-là, et puis chez les éditeurs, où effectivement, que ce soit sur un Flemme, un After, un Resolve, maintenant c'est plus une question. Le... Un petit focus justement sur le HDR. Pour la première fois, il y a une alliance AJA et Colorfront. Donc depuis tout le temps, les cartes AJA étaient les cartes supportées par Colorfront. Donc ça c'est intéressant. Pourquoi? À quoi elle sert cette boîte? Elle sert dans deux domaines d'activité. Si vous êtes broadcaster ou si vous avez des caméras à gérer en live, ce boîtier il va être capable de prendre des caméras HDR, mais une caméra HDR Canon, une caméra HDR Sony, elle a des profils un petit peu différents. Ça semble bizarre, mais c'est comme ça. Eh bien, ce boîtier, il va être capable de reconnaître les différentes caméras et d'appliquer des lookups pour les amener toutes les deux dans le même espace colorimétrique qu'on va appeler le Color Front Color Space, qui est une déclinaison de l'espace colorimétrique ICES, mais ou un peu plus pragmatique, on va pas aller dans les détails, mais voilà, donc vous prenez différentes caméras HDR, vous le rentrez dans ce boîtier, l'ingénierie, la manière de traiter le signal Color Front va être fait en temps réel par les FPGA de ce boîtier-là, et ça va ramener toutes ces caméras-là dans le même espace colorimétrique, les uniformiser. Autre utilisation, vous avez des masters SDR, vous souhaitez en faire des déclinaisons HDR de façon basique sans intervention humaine et avec un réglage unique, eh bien vous passez ça au travers de ce boîtier-là et vous allez avoir un upscale SDR vers HDR. Donc c'est la première fois que les algorithmes ColorFront qui généralement sont faits pour être optimisés GPU sont optimisés FPGA par AJA pour avoir un traitement temps réel. Je vais accélérer un petit peu. L'apparition dans l'univers du HDR du HDR10+. Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez venir vers nous à la fin. On a une keynote complète sur le HDR qu'on avait fait l'année dernière, qu'on peut vous transmettre si vous voulez. On vous explique vraiment le HDR en détail, les formats, les différentes sources. Je crois que ça a déjà été publié sur notre site web, mais on peut vous la repousser si vous voulez. Vous aurez tout ça en détail. À juste comprendre, le HDR10+, c'est l'évolution du HDR10, qui était le niveau HDR un peu entrée de gamme, mais qui comprend maintenant une variation des niveaux plan par plan. Un peu comme le fait le Dolby Vision. Dolby Vision, depuis le début, fait une évaluation des niveaux de backlight plan par plan. Le HDR10 amène ça. Et on commence à avoir les premiers moniteurs, notamment chez Samsung, en HDR10, alors que c'est LG qui va être beaucoup plus avec Dolby Vision pour des questions de profondeur de noir, où Dolby Vision est plus exigeant sur les profondeurs de noir, et LG fournit des dalles OLED, alors que Samsung fournit des dalles Quantum Dots, où les noirs ne sont pas tout à fait aussi denses.
Le VR, alors voilà, plein de choses rigolotes, hein. Il y a des choses vraiment assez étonnantes pour de la captation. La Nokia Ozo depuis très longtemps, mais aussi des confrères, des systèmes de headset. Enfin, c'est assez particulier. On voit des choses bizarres, mais ça bouge. Voilà, donc on cherche des solutions pour faire de la captation. C'est des choses un peu curieuses, mais voilà. Intéressant aussi la démarche de Mocha qui fait une double démarche, outil standalone ou outil plugin, pour simplifier vos manipulations au travers de vos produits Adobe, After, Media Composer, Nuke ou Mocha natif pour vous simplifier le travail sur le HDR, euh, tracking des plans, stabilisation, masque, etc. Des drones, toujours un peu partout. On va pas aller beaucoup plus loin, c'est pas le cœur de notre métier, mais alors toujours un peu partout, mais quand même ça se concentre. Et très clairement, il y en a un qui est en train de manger et d'étouffer les autres petit à petit, c'est DJI. Vous le connaissiez peut-être pour son petit drone tout blanc, orienté surtout consumer au départ, mais ils ont démarré consumer et puis maintenant ils sont en train de méchamment prendre le marché. Et notamment, ils font des choses assez étonnantes sur ce qu'on appelle les rigs de captation. Cet outil ici, avant tout ce qui était Steadicam, c'était des mécaniques, des ressorts, on avait de la stabilisation mécanique. Et maintenant, en fait, on arrive avec de la stabilisation avec des gyroscopes et puis des moteurs. Et de la stabilisation, enfin, on contrôle le mouvement par des moteurs qui sont eux-mêmes sous l'influence des gyroscopes, de la mesure des gyroscopes. Donc ça change pas mal dans ce domaine-là. Bon, les Daft Punk sont de retour ou un truc. Les écrans, donc dans les émergences, la réalité augmentée, AR, pour ceux que Augmented Reality, les murs d'écran, le cloud, trois grosses zones. Donc le augmented reality, définitivement, c'est quelque chose qui se développe. Alors vous le voyez peut-être moins dans l'industrie de la post-prod, plus dans l'industrie du broadcast, mais c'est très clair que la réalité augmentée, d'avoir en plus de votre vision temps réel, une superposition avec de la réalité virtuelle, mais avec la particularité que quand vous allez déplacer votre regard, eh bien cet élément de synthèse va se déplacer de façon naturelle, comme s'il faisait vraiment partie de la réalité. Donc ça se fait par des jeux de tracking. Ah voilà. Donc là, si vous voyez le personnage qui est là, il est filmé par une caméra extérieure et le présentateur, là, il est entre un écran sur lequel on a vraiment un affichage. En l'occurrence, il y a de la 3D dedans. Lui, il est réel et le personnage qui est là, il est donc virtuel, mais exactement, il bouge comme, euh, comme le personnage. Quand la caméra bouge, ça se déplace en même temps. Des écrans sous toutes les formes, des écrans toujours de plus en plus grands. Si vous voyez un petit peu ici les tailles des personnages, les formes d'écran, ça se développe énormément. Et on voit de moins en moins le pitch, enfin les photos forts, on les voit de moins en moins, ça devient intéressant vraiment. Le cloud, une autre grosse tendance, avec pas mal d'éditeurs qui vont pousser dans le cloud. Je ne sais pas si vous avez suivi que par exemple Thinkbox a été racheté par Amazon. Donc Thinkbox c'est Deadline pour ceux qui a un dispatcher de rendu. Ça veut dire par exemple vous allez pouvoir, si vous avez besoin de ressources de calcul supplémentaires, ben, vous pouvez très simplement aller sur votre compte Amazon Web Services et puis aller chercher votre abonnement Deadline et là aller lui dire bah, je voudrais X machines de calcul pour faire du Maya avec Arnold, pour faire du 3ds Max avec Verret. Je prends mes machines, je calcule, on me dit bah voilà ça va vous coûter tant de la minute de calcul. Et vous êtes facturé à la minute de calcul et voilà, c'est quand même, on voit ça de plus en plus. On voit aussi Avid qui a une solution dans le cloud avec Media Composer dans le cloud. Donc définitivement, on sent qu'il y a besoin d'être capable de développer dans le cloud. Les nouveautés du salon un petit peu plus en détail. Chez HP, notre partenaire aujourd'hui, chez HP, il y avait notamment la nouvelle Z2 Mini. Je ne sais pas si vous connaissez ce boîtier très compact qui a une puissance graphique qui permet de faire rouler des applications de CAO, voire des applications aussi d'animation. En plus, pour par exemple de l'animation de personnages que vraiment faire des grosses scènes, mais pour de l'animation, c'est tout à fait suffisant avec l'avantage d'avoir un format très compact. Vous posez sur le bureau, vous pouvez même accrocher sur l'écran derrière. Des nouvelles gammes de moniteurs dans la gamme haut de gamme de moniteurs HP, les Dreamcolor. Donc des moniteurs en 4K avec une sonde de calibration intégrée. Ça rappelle d'autres fabricants. Donc il y a une montée en gamme dans la gamme Dreamcolor chez HP qui est intéressante.
Et puis un rappel toujours sur l'outil de Remote Graphics Software, parce que quand on a parlé du cloud tout à l'heure, il y a aussi une tendance qui est de vouloir pouvoir euh, déplacer son outil de travail. J'ai ma station qui est à Paris et puis j'ai mon client qui est à New York et je voudrais faire en sorte qu'il puisse monitorer depuis New York ce qui se passe à Paris. Il y a des choses qui avancent là-dessus, s'il y en a que ça intéresse, on peut en discuter. Element, pas de nouveauté en soi, mais une continuité. Un rappel juste sur leur gamme de stockage qui s'appelle Element Grid, qui est du stockage objet. Le stockage objet, c'est cette particularité qui fait qu'on peut considérer que c'est du stockage sur disque et pour autant c'est à peu près impossible de perdre ces données parce que notamment sur une seule brique comme ça d'Element qui a 24 disques, il faudrait que je perde plus de 8 disques à la fois pour perdre mes données. Donc c'est propre au stockage objet, il n'y a pas que Element qui fait ça, mais eux ils ont une particularité, c'est qu'ils sont allés chercher un algorithme ultra rapide, puisqu'ils ne font que du média, et donc sur une seule brique comme ça, la brique est capable de délivrer 350 mégaoctets par seconde, donc plus que du 2K en réel. Donc ça veut dire que je peux très bien avoir une dizaine de média composers qui vont travailler en compressé sur la machine et puis sans aucun problème avoir un Resolve ou un Luster qui va travailler en temps réel pour faire mon grading sur cette unique brique sans avoir besoin de gérer des backups. C'est sauvegardé, c'est dessus, c'est sauvegardé. Il faudrait que je pète plus d'un tiers des disques pour perdre mes données. Et puis après, l'autre avantage du stockage objet, c'est que je peux, si je veux encore plus de sécurité, multiplier les briques sur différents sites physiques qui seraient reliés avec une fibre. Et à ce moment-là, j'ai besoin de 3 sites minimal, et il faudrait que je peux perdre jusqu'à un site entier, donc une baie sur 3, avant de perdre mes données. Donc quand vous avez des contrats ou des contraintes légales sur il faut absolument que je puisse prouver que je suis super safe et j'ai pas pour autant envie et j'ai peur d'avoir des contraintes de copie sur des LTO, etc., le stockage objet est une vraie alternative à garder en tête. Et il y avait une petite mention sur une preview technologique sur le cloud. Pour ceux que ça intéresse, on pourra regarder plus en détail. C'était juste du preview, on le verra a priori en vrai à IBC. Donc nouveauté, Primate qui est intégré. Donc Boris FX, pour ceux qui n'ont pas suivi, Saphir fait maintenant partie de Boris. Donc il y a tout un tas de packages qui est proposé et c'est vraiment l'acteur du plug aujourd'hui. Un des plus gros acteurs, ça va être Boris et on va avoir plusieurs suites qui vont être intégrées comme ça et également qui vont intégrer Mocha dans les algorithmes pour les masques. J'accélère. Nouveauté sur After et Premiere. Euh, Caméra check sur After et puis sur Premiere. Il y avait un support du touch bar du Mac Pro. Bon voilà, donc il y a des éditeurs qui font attention à cette nouvelle fonctionnalité là. Bon, c'est pas pour rien que ce sont les éditeurs qui sont le plus utilisés sur la mobilité. On va pas dire que c'est une révolution, c'est juste que ça permet d'accompagner là-dessus. Et puis Character Animator, que personnellement je connais pas bien, mais qui est un nouveau produit qui permet de gérer. Je crois que Mesa est plus au courant s'il y en a qui veulent des informations là-dessus. C'est possible d'en discuter après. Gestion de lip sync. Vous avez un personnage et on peut, à partir du fichier audio, gérer un peu le lip sync automatique. Blackmagic, bizarrement cette année, pas d'annonce de rachat, pas d'annonce de nouveaux gros produits. Bon, à leur décharge, ils avaient racheté Fairlight il n'y a pas longtemps, et donc du coup, une des nouveautés du Resolve, c'était une avancée sur les fonctionnalités audio. On n'a pas pu tester encore, mais ils annoncent aussi des optimisations et une augmentation de la puissance, donc jusqu'à 10 fois plus rapide. Reste à voir. Et puis un nouveau panel plus condensé, plus light, une version entrée de gamme du panel qui peut être intéressante. À propos de panel, Tangent Device avait deux annonces, un nouveau Wave 2, donc le panel entrée de gamme qui a été redesigné, donc toujours un peu light, mais pourquoi pas. Et puis à l'opposé, le Tsunami, qui pour le coup est un truc un peu monstrueux, parce que ça c'est un iMac 27 pouces ou 32, je sais plus, mais c'est assez étonnant. C'est très très gros. Et puis il y avait des protos de justement Luster avec Tsunami qui étaient proposés dans les suites Autodesk. Express Dailies et Transcoder, on va faire vite juste pour dire que Transcoder a fait une proof of concept en intégrant euh, les techniques 2 secondes, mais quand on veut faire un master Dolby Vision impose l'utilisation d'un outil qui s'appelle le CMU, qui est un outil qui est là pour
créer les métadonnées dans le flux pour changer les valeurs de backlight plan par plan. C'est une licence Dolby qu'il faut acheter chez Dolby et qui aujourd'hui nécessite un computer externe parce que à computer tout ça et pour faire l'analyse, computer et puis écrire la métadonnée, ça prenait des ressources et Dolby pensait qu'il fallait absolument un computer externe. Colorfront a fait la preuve qu'ils pouvaient prendre l'algorithme, le traiter, faire l'analyse, écrire en temps réel sur leur outil sans avoir besoin d'un computer externe, ce qui simplifie la mise en place et ce qui permet de travailler aussi au-delà de la HD, puisqu'il y avait un petit problème là, la masterisation était bloquée à la HD avec le CMU. Bon, c'est très détaillé, mais voilà. Il y a un outil super intéressant chez Transcoder, la possibilité d'avoir un wipe sur un écran avec donc sur mon même écran HDR, un wipe qui va me montrer la même image HDR, SDR. Donc plus vraiment besoin d'avoir deux écrans HDR, SDR pour comparer, mais juste un wipe qui me permet de voir. Et dans leur setup, ils avaient gardé eux les deux écrans pour qu'on puisse comparer et voir la qualité du wipe. Et je peux vous dire que c'est bon. Il n'y a plus besoin d'avoir un deuxième écran à côté. Vous en prenez un HDR et on sait simuler le SDR sans aucun problème. C'est très très intéressant. Et un nouvel outil de quality check qui sort pour permettre de voilà, faire du quality check sans forcément monopoliser la station de transcodage. Viserté, rapidement, je vous en ai déjà un petit peu parlé, avec un preview sur Unreal qui était assez présent sur plusieurs éditeurs de réalité virtuelle. Unreal qui essaie de faire une poussée très clairement dans le monde du broadcast en disant voilà, on est là, on sait faire de la 3D temps réel de qualité, on devrait être capable de faire quelque chose dans le broadcast avec ça. À suivre.